remerciements à Madame Atika Huel, la directrice départementale de l'ARS, qui est en train d'arriver, hein, ainsi qu'à Madame Aza, la conférencière experte du domaine qui va donc intervenir et échanger avec vous ensuite sur vos questions. Madame Pichon et Monsieur Bernot, qui sont les personnels spécialisés de Camille Claudel. L'équipe de Cognac, bien entendu, et puis la ZERC, l'association qui nous accueille ce soir. Voilà. Je signale la présence également de RCF Radio, qui est sur la couverture média de cette conférence. Et donc, sans plus... merci de votre présence à tous. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur Bernot. Bonsoir. On avait envie de proposer une conférence dans un lieu relativement accueillant. C'est pour ça qu'on a pensé à la ZERC. Sûrement connu de vous, peut-être, j'espère. Ou sinon, ça permet de faire découvrir ce lieu-là. Et ensuite, en fait, le thème des semaines d'information sur la santé mentale, donc le cadre dans lequel on fait cette conférence, c'est la question de la santé mentale à l'ère du numérique. Alors nous, on s'est un petit peu décalé de la question de la santé mentale. On a surtout gardé la question du numérique. On s'est dit que ce serait intéressant de parler de ce sujet-là, et notamment sur la question de la socialisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, assez régulièrement, on est amené à rencontrer des parents qui viennent avec leurs adolescents, et avec l'idée que, notamment, ils ont tendance à s'isoler, rester enfermés dans leur chambre, ils sont toujours sur leur téléphone ou sur Facebook, ils parlent à personne. Nous, avec les collègues, ça nous a beaucoup questionné. On se demandait, est-ce que c'est... tant que ça, une manière de s'isoler, est-ce qu'ils sont si seuls que ça? Et puis d'un autre côté, on peut aussi avoir un discours ambiant sur le numérique comme étant de plus en plus présent, voire indispensable. D'ailleurs, quand je vous voyais attendre, pas mal étaient sur leur téléphone pour patienter. Donc on voit bien que c'est de plus en plus présent. Donc d'un côté, en fait, il y aura un discours de il faut faire attention parce que ça a tendance à isoler. De l'autre, au contraire, c'est important de s'y mettre de plus en plus. On ne peut pas passer à côté de ça. Nous, on s'est dit que ce serait peut-être bien de pouvoir se décaler un peu de ce tout ou rien, finalement, et donc d'amener une réflexion peut-être un peu plus nuancée sur ces usages et quels sont les problèmes qui sont soulevés, et au contraire, quels sont les avantages aussi. Donc pour ce faire, on a convié Marion Aza, qui est psychologue, maître de conférence à l'Université de Poitiers, et qui a pas mal travaillé sur ce sujet-là, pour explorer avec nous la question de la thématique de la socialisation des adolescents à l'heure du numérique, et en tant que parents, comment pouvoir les accompagner. Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je vais reprendre tout d'abord quelques définitions pour qu'on comprenne de quoi on parle quand on parle du numérique. Et puis ensuite, effectivement, je vous présenterai des éléments autour de cette question des relations et de la socialisation, à la fois autour des réseaux sociaux, mais aussi autour des jeux vidéo. Et puis, on pourra ensuite évoquer certains positionnements parentaux ou positionnements des adultes vis-à-vis de ces enjeux du numérique. Alors, je voulais redéfinir 3 termes. Tout d'abord, le terme du virtuel. Ce premier terme, pour essayer de comprendre quelles sont les définitions que l'on a très souvent en tête quand on parle d'Internet, jeux vidéo, réseaux sociaux. On associe très souvent ce terme de virtuel. On parle d'espace virtuel, on parle de relations virtuelles. On a souvent ce terme-là. Ce qui est important à réfléchir, c'est le sens de ce terme-là virtuel. Très souvent, de façon comme ça assez directe, ou dans ce qu'on entend dans les médias, on entend que ce terme virtuel, il est bien souvent associé à quelque chose qui n'est pas réel. C'est-à-dire, il y aurait le réel d'un côté, la réalité, et de l'autre côté, le virtuel. C'est-à-dire la réalité, ce qui est vrai, et le virtuel, ce qui est faux. C'est-à-dire quelque chose qui n'existerait pas, qui n'aurait pas de valeur. Or, si le virtuel n'avait pas de valeur, déjà, on ne serait pas là en train de parler du virtuel, vous pourriez partir de suite, puisqu'on ne se poserait pas de questions sur les effets du virtuel. On ne se poserait pas de questions, justement, pour savoir s'il existe des relations, si ces relations ont des effets positifs, négatifs, est-ce que ce sont des relations qui durent ou qui ne durent pas, quelle est leur consistance, est-ce qu'il y a des relations entre les adolescents, entre adultes et adolescents, voilà, toutes ces questions-là, elles peuvent émerger à partir du moment où on se dit que le virtuel, il a quand même une existence particulière. Donc,
Ce terme-là, on peut le redéfinir, non plus en opposition au réel, c'est-à-dire à ce qui est matériel, mais en essayant de réfléchir ce terme de virtuel à partir de l'étymologie. Virtuel qui veut dire, au niveau de l'étymologie, en puissance potentielle, c'est-à-dire qui fait écho à quelque chose qui peut advenir dans un autre temps, ou dans un autre espace, ou dans un autre espace-temps, par rapport au monde qui nous environne. C'est-à-dire qu'on a un monde environnant, partagé, matériel, qui est, voilà, on est tous là dans cette même salle, à, je ne sais pas quelle heure, 18h20. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre environnement partagé. Cet environnement-là, il est composé de certains objets, et on voit bien cette table-là qui est clairement présente. C'est un objet physique, on peut le toucher, on peut le voir, et ça, on peut tous partager cette même expérience sensorielle. Concernant le virtuel, il s'agit de quelque chose qui n'est pas justement dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire quelque chose qui est dans un autre espace ou dans une autre temporalité. On va également associer à ce terme de virtuel quelque chose qui n'est pas charnel, c'est-à-dire quelque chose qui va éliminer la présence du corps, et notamment quand on va parler là, de ces espaces virtuels, réseaux sociaux, jeux vidéo, on voit bien que le corps, s'il est engagé là, dans l'espace physique, ici on est bien là, habitant nos corps, quand on est dans ces espaces virtuels, quand on va préciser espace virtuel numérique, on voit bien que notre corps est représenté par un avatar, par une petite icône, par ce qu'on écrit, par des images, etc. Mais il n'y a pas une présence charnelle dans ces espaces-là et de fait dans ces liens. Et on pourra rediscuter éventuellement autour de justement cette importance du charnel à l'adolescence, avec les transformations de la puberté qui font qu'effectivement cette question du corps qui se transforme, cette question de la sexualité qui émerge et qui vient forcément titiller l'esprit des adolescents, en étant à distance justement et en se préservant de la rencontre directe dans les espaces qui nous environnent, au collège, au lycée, dans la rue, etc. C'est une façon aussi de mettre à distance certains problèmes, certains soucis, certains enjeux de l'adolescence, et en arrivant à les différer et à les remettre en traitement un petit peu plus tard. Donc les relations virtuelles, ces relations à distance, elles jouent un rôle aussi chez certains adolescents pour arriver ensuite à créer d'autres relations. Donc elles peuvent être un passage, et on voit bien souvent d'ailleurs que ces relations qui, pour certains, sont pendant un certain temps uniquement à distance, via les réseaux ou via les jeux vidéo, ce sont des relations qui, très souvent, se transforment en relations en face à face, en rencontres, et que très peu d'adolescents ou de jeunes adultes ou d'adultes restent après uniquement dans des relations qui resteraient réservées aux réseaux sociaux strictement. Donc quand on est dans ce cas, là on pourrait évoquer justement des problématiques psychologiques ou psychopathologiques, justement quand on n'arrive pas à faire le pas de ces rencontres en direct. Le second terme que je voulais reprendre, c'est ce terme de numérique. Le numérique, qui est l'objet donc de la semaine d'information en santé mentale cette année, c'est un terme, on le voit, qui est un petit peu plus précis et qui va permettre, justement, en s'adossant au terme virtuel, de préciser les choses. Le terme virtuel, c'est un terme qui est large, puisque quand on considère quelque chose qui est en puissance, quelque chose qui peut se transformer, on peut parler de tout un tas de choses. On peut parler de l'adolescent qui est un homme ou une femme virtuelle, c'est-à-dire qu'il va se transformer si toutes les conditions sont bien réunies. Suite à la puberté, il va se transformer en homme ou femme. De la même façon, on avait Aristote qui utilisait le terme de virtuel, donc bien avant l'arrivée d'Internet, pour montrer que ce n'est pas spécifique à Internet. Quand il parlait d'un bloc de marbre, il évoquait ce bloc de marbre comme une statue virtuelle. C'est-à-dire que si ce bloc de marbre avait la bonne composition, si le marbre était de bonne qualité,
et qu'il rencontrait le bon sculpteur avec le bon outil et avec une bonne inspiration, ce bloc pouvait devenir en puissance une statue. Bien évidemment, si personne ne jetait un œil à ce bloc de marbre, il pouvait rester indéfiniment bloc de marbre. Donc on voit bien cette idée-là par rapport au virtuel. De fait, quand on parle des réseaux sociaux, du jeu vidéo, on a cette nécessité de réduire le champ du virtuel. Alors, c'est pas très commode s'il faut dire virtuel numérique tout le temps. Donc, on a un peu des raccourcis. Mais le terme de numérique, c'est un terme qui est beaucoup plus précis et spécifique. Le numérique, il va avoir une particularité, c'est que pour rentrer dans ces espaces virtuels, numériques, il y a une nécessité d'un outil technologique. C'est-à-dire que sans outil technologique, je ne peux pas rentrer dans ces espaces virtuels. Si je n'ai pas mon ordinateur, ma console, mon smartphone, ma tablette, si je n'ai pas un objet technologique associé à une application, un logiciel, je ne peux pas rentrer dans ces espaces numériques-là. Ce n'est que dans la science-fiction que je peux, par exemple, là, en même temps que je suis en train de vous parler, être en train de consulter mes mails dans mon cerveau. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas possible si je n'ai pas... là, il faudrait que je me connecte sur ma messagerie, sur mon ordinateur, pour pouvoir voir mes mails. Je ne peux pas avoir accès comme ça directement. De la même façon, pour pouvoir jouer à un jeu vidéo, il faut bien que j'ai l'objet et le logiciel qui me permettent de jouer. Donc ça veut dire que pour rentrer dans ces espaces, qui vont devenir ensuite des espaces communs, partageables de façon numérique, il faut bien que toutes les personnes aient à un moment donné le même outil et la même application ou le même logiciel pour pouvoir se réunir, se rassembler dans ces autres espaces-temps. Si j'insiste sur ce point-là, c'est pour montrer qu'il ne peut pas y avoir de confusion entre ces espaces virtuels numériques et l'espace environnant. C'est-à-dire que comme ça, directement, je ne peux pas passer sans m'en rendre compte dans cet espace virtuel. Il n'y a pas quelque chose qui me permettrait de glisser en tant que tel dans cet espace-là. Ça veut dire qu'on peut évoquer cette transition comme une sorte de rituel, avec un rituel d'entrée et un rituel de sortie. Je rentre dans les espaces numériques avec mon outil que je dois allumer. Je dois appuyer sur mon application qui doit s'ouvrir. Le jeu doit se charger. Ça prend plus ou moins de temps, selon la qualité de mon matériel, selon le type de jeu ou d'application que j'utilise. Une fois que tout ça s'est passé, je suis dans cet autre espace-temps et je peux, à la fin, quitter ce monde virtuel en arrêtant mon application, en éteignant mon téléphone, ma tablette, mon ordinateur, etc. Et on a avec les jeux vidéo toutes ces possibilités ou ces questions autour de la sauvegarde. Si vous avez déjà joué ou entouré des enfants ou des adolescents qui jouaient aux jeux vidéo, vous voyez bien qu'on vous demande, mais comme quand on fait un document Word, est-ce que vous voulez sauvegarder, est-ce que vous êtes bien sûr que vous voulez sauvegarder, quitter, etc. Enfin, voilà, donc on voit bien qu'il y a toujours ce passage-là qui fait sas entre ces deux espaces. C'est de la même façon que quand on va au cinéma, par exemple, on différencie ce qui se joue dans la scène du cinéma de ce qui se joue dans notre environnement, parce qu'on a quelque chose à un moment donné qui marque ce passage. On rentre dans la pièce, dans le noir, et puis on ressort à nouveau dans la rue, et on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est plus dans la continuité. Donc ces éléments-là pour montrer qu'il y a cette différenciation et que finalement, les personnes qui ne vont pas arriver à différencier les mondes virtuels, numériques et le monde environnant, ce sera éventuellement des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques ou troubles psychologiques qui vont faire qu'il y a une confusion générale, qu'il y a une perte de l'accordage avec la réalité, avec par exemple des délires, des hallucinations qui font qu'effectivement n'importe quel support, et donc les supports numériques peuvent aussi alimenter ces éléments-là. Mais sinon,
en dehors de ces cas qui sont très réduits, on n'a pas de passage comme ça direct des espaces numériques virtuels à l'espace de l'environnement. On peut penser qu'à l'heure actuelle, on cherche de plus en plus à réduire ces outils. C'est-à-dire que les objets numériques deviennent de plus en plus petits, alors, sauf nos téléphones portables qui ont tendance à grossir, mais ils s'affinent. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui ne nécessitent plus, pour le jeu par exemple, il y avait une nécessité au tout début d'avoir un ordinateur de gamer, avec une grosse tour, l'écran posé dans la chambre ou dans le salon, en tout cas un espace qui était avec un objet dédié au jeu. Aujourd'hui, on peut jouer sur son smartphone. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se transforme. Et dans la façon de jouer, il y a des concepteurs de jeux qui cherchent effectivement à limiter l'utilisation de l'objet. Vous avez par exemple des jeux qui vont, ou des consoles qui vont vous scanner pour pouvoir jouer sans tenir à la main une manette. Mais si vous ne passez pas une première fois devant ce scanner qui va scanner votre silhouette pour savoir où est située votre main, vos jambes, etc., vous n'allez pas pouvoir après faire une partie de tennis ou de foot ou faire bouger quelque chose avec ces éléments qui vont scanner votre silhouette. Donc on voit bien que malgré tout, il y a cette nécessité-là d'utiliser quand même les objets, même si sur le moment on peut avoir l'impression qu'on est libre et qu'ils ne sont pas là. De la même façon, les outils qui associent à l'heure actuelle le monde environnant et le numérique, notamment on peut penser à certains jeux qui sont des jeux qui jouent sur la réalité augmentée. On peut penser à un jeu qui a fait fureur à sa sortie, qui est qui périclite un petit peu à l'heure actuelle, qui est le jeu Pokémon Go. Ce jeu qui vous permet à partir d'une tablette ou d'un smartphone, donc en portable parce que vous devez vous balader pour pouvoir jouer, et qui va à partir de l'application Pokémon Go et de votre appareil photo, vous permettre de voir l'environnement donc tel qu'il est là, mais à l'intérieur de cet environnement, des éléments du jeu viennent se déposer. Et donc je peux voir apparaître un Pokémon sur la chaise en face de moi. Donc ça veut dire que si j'ai cette application, si j'ai mon smartphone et l'application, je peux, à travers l'appareil photo, voir le Pokémon. D'accord ? Mais si je n'ai pas mon smartphone, si là, tout de suite, je vois à côté de Joanne Bernot un roucoule, je pense qu'on va me réserver une place en psychiatrie. Voilà. Donc, on voit bien ici qu'il y a toujours cette nécessité d'un objet, d'un outil, pour pouvoir accéder à cet espace numérique. Un troisième terme que je voulais évoquer brièvement, mais qui est important à garder en tête, c'est le terme d'imaginaire. Ce terme-là, qui n'est pas une différence avec ce qu'on vient de voir avant, virtuel et numérique, mais qui est un terme qui est toujours présent, c'est-à-dire que même si on peut entendre dans les discours assez négatifs, comme ça a été évoqué tout à l'heure, l'idée qu'avec le numérique, il n'y a plus d'imaginaire, on voit bien à l'heure actuelle que quelqu'un qui est en train de jouer fait toujours appel à son imaginaire et qu'on va avoir des possibilités de récit, qu'on va avoir des possibilités de créativité, et je donnerai quelques exemples tout à l'heure, autour du numérique. Donc, en fait, on voit qu'aujourd'hui, on est dans ce trio, finalement, réalité environnementale, réalité virtuelle numérique et réalité psychique, notre imaginaire. Et donc, on va toujours combiner ces différents éléments. Alors, je vous mets ici très, très brièvement ce schéma qui représente une minute d'Internet. On voit que Internet, il se passe beaucoup de choses en peu de temps, beaucoup d'activités, des échanges relationnels, des échanges commerciaux, donc des échanges d'informations.
Donc on a tout type d'éléments qui sont très très condensés et avec des applications et des relations qui peuvent à certains moments se combiner. Alors je vais énoncer là quelques éléments par rapport aux adolescents, mais j'y reviendrai après plus précisément en évoquant les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Tout d'abord, une remarque. On a souvent en tête, quand on parle des adolescents, cette idée de génération numérique. C'est-à-dire que les adolescents font partie de la génération qui est née avec Internet, c'est-à-dire qu'Internet préexistait aux adolescents actuels. Cette idée-là, elle entraîne des attitudes qui sont peut-être problématiques au niveau de la façon dont on accompagne les enfants et les adolescents à l'heure actuelle. Pourquoi je dis ça ? Le fait de penser que l'enfant ou l'adolescent sait se servir du numérique, parce qu'il est né avec le numérique et qu'en quelque sorte, c'est une compétence innée. C'est en fait un leurre, parce que si on se rend compte qu'effectivement, l'enfant ou l'adolescent peut arriver à manipuler l'objet numérique, au départ par imitation, et puis par exploration, il va y avoir une aptitude, une capacité autour de ces outils-là, mais tout ce qui fait partie du cadre, tout ce qui fait partie de la sécurité, tout ce qui fait partie de l'accompagnement, on pourrait dire, moral autour de ces outils numériques, les enfants et les adolescents ne peuvent pas acquérir ça de façon innée. C'est-à-dire que si on n'a pas des adultes, quels qu'ils soient, il n'y a pas que les parents, les adultes en général, en tant qu'éducateurs, sont là pour garantir ce cadre-là. Il ne faut pas confondre, par exemple, un petit enfant de 1 an et demi, 2 ans, qui est sur le téléphone ou la tablette d'un de ses parents, voire la sienne, ce qui pose une autre question, et qui est en train de scroller l'écran, de faire passer comme ça, de faire défiler les écrans, qui va appuyer sur la petite icône qui représente son jeu, avec lequel on le fait jouer quand il est avec ses parents. On peut avoir l'impression de loin que cet enfant sait se servir de sa tablette. Et c'est souvent d'ailleurs ce qu'on peut entendre. C'est extraordinaire, déjà si petit, il sait se servir de sa tablette. Or, quand on regarde du point de vue psychologique, et notamment du point de vue du développement psychologique de l'enfant, on sait depuis très très longtemps, depuis les premières études qui ont été faites sur le développement, que l'enfant à 1 an et demi, 2 ans, il imite. Et donc il imite les personnes qu'il voit autour de lui. Les premières études qui avaient été faites montraient que les enfants, par exemple, 2 ans, attrapaient le journal de leur père et lisaient le journal. Alors l'enfant, à 2 ans, il ne lisait pas. Il faisait semblant de lire le journal, avec bien souvent le journal mis à l'envers, mais c'est pas grave, et il tournait les pages en humectant son doigt, comme il voyait faire papa ou maman. Enfin, voilà. Donc on voit bien ici qu'il y a une imitation. Et sur ça, rares sont les personnes qui vont dire il sait lire à 2 ans. On va dire ah, il est drôle, il fait comme telle personne. Mais sur les outils numériques, on ne va pas dire ah, il est rigolo, il fait comme. On va dire il sait s'en servir déjà. Cet enfant est précoce, il sait déjà se servir de sa tablette. Donc c'est important de réfléchir à ça, parce que si on se dit que l'enfant tout petit, il sait déjà se servir de l'outil, effectivement, on peut se désengager de l'accompagnement, alors qu'en fait, c'est là qu'on met les enfants en danger. C'est-à-dire, ce n'est pas l'outil qui est dangereux, mais c'est la façon dont on délaisse cet outil et quand on laisse quand on abandonne presque les enfants ou les adolescents tout seuls avec ces outils, c'est là effectivement qu'il peut y avoir des expériences très problématiques. L'autre information par rapport aux adolescents, ce qu'on entend très souvent, c'est que les adolescents sont hyper connectés. Et donc ils sont tout le temps avec ce compagnon, leur smartphone. 2 points par rapport à ça. Le premier, c'est de réfléchir qui met entre les mains des adolescents les outils numériques. Quel est l'adolescent qui a 11 ans,
sort 700 € de sa poche pour aller s'acheter un iPhone. Bien souvent, ce sont plutôt les parents ou les grands-parents, enfin, en tout cas des adultes de la famille, qui vont aller acheter ce téléphone-là. On ne voit pas des gangs d'adolescents aller attaquer les magasins de téléphones. Alors, ça arrive, des vols de téléphone, mais majoritairement, les adolescents qui sont équipés, et on sait aujourd'hui qu'il y a vraiment, même chez les 6e, près des 3/4 des jeunes qui ont un téléphone portable, donc on a vraiment un équipement massif en tout début d'adolescence. Voilà. Ce sont les parents qui sont les mêmes qui disent à l'adolescent « arrête d'utiliser ton téléphone portable ». Donc c'est important de réfléchir à ça, c'est-à-dire comment on fait pour proposer un objet qui est génial et en même temps dire « ne l'utilise pas ». Donc on voit, voilà, c'est quelque chose qu'on pourra un peu réfléchir. Le deuxième point, ce qui est important de regarder aussi par rapport aux adolescents quand ils sont en train de jouer, enfin quand ils sont face aux écrans, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire justement? Est-ce qu'ils sont en train de jouer? S'ils jouent, à quoi ils jouent? Est-ce qu'ils jouent toujours à la même chose? Est-ce qu'ils changent de jeu? Est-ce qu'ils jouent tout seuls? Est-ce qu'ils jouent en réseau? Est-ce qu'ils jouent en lien avec d'autres personnes via le numérique ou est-ce qu'ils jouent aussi en invitant les copains et copines à la maison ou en allant chez les autres? Enfin, tous ces éléments-là, ils vont être importants à prendre en compte. De la même façon, sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est toujours les mêmes choses qu'ils sont en train de faire? Voilà. Donc c'est important de regarder ces activités pour voir si même dans le numérique, il y a différentes activités qui sont pratiquées. Si vous voulez, c'est un peu comme si on disait un adolescent fait du sport. Oui, mais dans le sport, il peut faire 1 heure de natation, 1 heure de tennis, 1 heure de basket. Enfin, c'est quand même 3 sports différents. Et donc là, quand on dit il est sur ses écrans, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il n'est pas devant un écran éteint. Il est devant une activité qui est distribuée par cet écran-là. Et enfin, dernier point, des études récentes en sociologie qui ont été faites vraiment auprès de quantité d'adolescents montrent que les adolescents, quand on leur demande aujourd'hui, est-ce que tu préfères être en lien avec des personnes par les réseaux sociaux, par les jeux vidéo, en tout cas via des relations numériques ou en face à face? On entend plutôt, dans ce qui est médiatisé, les adolescents, ils sont que intéressés par le numérique. Or, on voit que plus de 90% des adolescents à cette question, ils répondent « on veut être en face à face ». Donc là encore, il faut se questionner pourquoi on a cette représentation-là que les adolescents ne souhaiteraient être en lien que via les écrans, via leur smartphone ou les réseaux. Et quel est le gain que l'on a en tant qu'adulte à garder nos adolescents à la maison, rivés sur leur téléphone en lien avec leurs copains, plutôt que de dire « ok, je suis d'accord pour que tu ailles sur le stade de foot ou dans le parc, etc. et tu rentres à 5h ou 6h. » Voilà. Donc, tous ces enjeux-là sont vraiment à questionner dans l'éducation que l'on propose et certaines attitudes qui peuvent apparaître pour l'adolescent un peu paradoxales. Donc je reviendrai après un petit peu plus précisément sur ce qu'ils peuvent faire sur les réseaux sociaux ou sur les jeux vidéo. Mais je voulais poser aussi une autre question, c'est-à-dire en écho, en miroir aux adolescents, réfléchir aussi, nous en tant qu'adultes, comment on utilise ces outils-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on les utilise? Et si on les utilise, comment on les utilise? Alors je ne sais pas, est-ce que ici, par exemple, est-ce qu'il y en a qui ont qui ont un compte sur un réseau social? Vous pouvez lever la main pour voir? Oui, une bonne majorité. Hein. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui jouent aux jeux vidéo? Ok? Alors, on voit des hésitations. Et est-ce qu'il y en a qui jouent à des mini-jeux sur smartphone, Candy Crush, etc., et qui n'ont pas levé la main tout à l'heure? Alors, si je pose cette question-là, c'est parce que aujourd'hui, on a vraiment tout un tas de jeux vidéo, des jeux vidéo qui sont vraiment très différents. Et ces jeux vidéo différents, ils vont attirer différents publics.
C'est-à-dire que selon le type de jeu, on va retrouver des garçons, des filles, on va retrouver des très jeunes, des moins jeunes, etc. Donc on a aujourd'hui quand même une utilisation du jeu vidéo. Des enquêtes françaises montrent qu'on a à peu près 2/3 des Français qui jouent aux jeux vidéo, tout âge confondu. Mais jouer aux jeux vidéo, c'est pas forcément passer 4 heures sur un jeu en réseau, un jeu de rôle en réseau, ou sur un jeu de guerre ou de tir. Jouer aux jeux vidéo, ça peut être dans la salle d'attente, jouer 3 minutes à un petit jeu sur son smartphone. On est quand même joueur de jeux vidéo. Donc on voit bien cette diversité-là. Est-ce que vous avez une idée de l'âge moyen du joueur ? Voilà, c'est 34 ans à l'heure actuelle. Et on est sur un chiffre qui évolue tout le temps, c'est-à-dire qui, à l'heure actuelle, est tout le temps en train d'augmenter. Il y a quelques années, on était un petit peu en dessous de 30 ans. Et donc on voit que ce chiffre augmente de plus en plus. Alors il augmente pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des adultes de la trentaine qui ont joué quand ils étaient plus jeunes et qui continuent à jouer. D'accord ? Donc forcément, ça fait augmenter l'âge. Et ceux-là, on les retrouvera dans 20 ans, peut-être toujours joueurs. Donc on peut imaginer que l'âge continue à évoluer. Et on a également des personnes qui n'ont pas joué avant, mais qui se mettent à jouer soit avec leur enfant, ce qui est quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire partage d'activités, comme on peut partager un jeu traditionnel, une partie de Monopoly, une partie de cartes ou un foot. Donc une activité partagée. Et on a aussi des personnes adultes qui se mettent à jouer tout seuls, pas pour accompagner quelqu'un spécifiquement comme un enfant, mais qui se mettent à jouer parce qu'ils trouvent un attrait dans certains types de jeux qui apparaissent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vraiment toute cette diversification de jeux, avec des jeux d'énigmes, avec je sais pas, du Scrabble en ligne par exemple, qui peut attirer des seniors, parce qu'en fait c'est la reproduction d'un jeu traditionnel, mais qui permet de faire une partie même quand on est tout seul chez soi. On peut quand même trouver un partenaire pour faire une partie avec quelqu'un d'autre en ligne. Donc on a vraiment ces éléments-là qui sont à prendre en compte. Et de la même façon, cette diversification des jeux, elle explique aussi le fait qu'on retrouve aujourd'hui autant de joueurs que de joueuses. Et ça, c'est quelque chose de nouveau aussi, où on a vu une évolution du fait de la diversification des jeux, du fait du côté esthétique des jeux à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a vraiment des recherches artistiques au niveau des séquences vidéo de certains jeux, au niveau des graphismes, qui ont attiré aussi le public féminin. Et ensuite, dans certains jeux, on a des mélanges, bien évidemment, de joueurs et de joueuses, avec parfois des attitudes de jeu dans le jeu différentes. C'est-à-dire que la façon de jouer n'est pas forcément la même chez les joueurs et les joueuses. Vous voyez également aussi ici un élément qui est à garder quand même dans un coin de la tête quand on cherche à accompagner des enfants ou des adolescents autour du numérique, c'est le chiffre d'affaires autour du jeu vidéo, qui est un chiffre très important, presque 3,5 milliards d'euros. Là, c'est ce chiffre sur l'année 2016 en France. Donc, on voit que, au-delà des questions de sécurité, de médicale, psychique, il y a quand même toute une question financière qui est là et qui fait que l'industrie du jeu vidéo ne va pas souhaiter tout arrêter du jour au lendemain. Donc ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. Alors, concernant les relations, je vais donc décliner deux éléments, un du côté des réseaux sociaux et l'autre du côté des jeux vidéo, en essayant justement de voir quels peuvent être les éléments plutôt positifs qu'on peut retrouver à partir de ces réseaux sociaux ou de ces jeux vidéo. Et puis, je donnerai quelques éléments plus négatifs, mais l'idée, c'est de faire émerger aussi des choses qui sont positives, parce que les éléments négatifs autour des réseaux sociaux et des jeux vidéo, on les a tous en tête, parce que c'est souvent ceux sur lesquels on se focalise davantage. Alors tout d'abord, autour du réseau social,
une petite remarque, la question le terme de réseau social, de la même façon que le terme virtuel, que j'ai redéfini tout à l'heure, le réseau social, il n'est pas spécifique au numérique. C'est-à-dire que quand on parle de Facebook, quand on parle de Twitter, d'Instagram, etc., ce sont des réseaux sociaux numériques. Mais le réseau social, il existe en dehors du numérique. Quand je suis à un club de sport, quand je suis au café du coin et tout le temps avec les mêmes personnes, il y a un réseau social qui se crée. Et ce terme de réseau social, vous voyez, il a été promu comme ça par un anthropologue qui s'appelait John Barnes, qui avait fait une étude en Norvège, dans un petit village, une petite paroisse de pêcheurs, où il avait décrit comme ça les relations des personnes dans ce petit village, et il avait imaginé comme ça que les liens entre les personnes fonctionnaient comme des points reliés entre eux, avec certains points qui étaient reliés à d'autres et d'autres non. Et donc c'est comme ça qu'il a parlé de réseau social. Et cette image-là a été redéclinée et reprise pour parler du réseau social numérique. Les réseaux sociaux, aujourd'hui il y en a énormément. On a des réseaux sociaux qui disparaissent, qui sont remplacés par d'autres. On a des réseaux sociaux qui vont être transformés par rapport à l'usage qui en est fait. Les publics peuvent changer, des fonctionnalités peuvent changer. Donc on a certains réseaux qui vont être plus utilisés, on va le voir, par des adolescents, alors que d'autres vont être plus utilisés par des adultes. Aujourd'hui, on retrouve les adolescents de façon très importante sur les réseaux sociaux. On les retrouve, vous voyez ici, chez les 11-18, alors que les plateformes de réseaux sociaux sont normalement accessibles à partir de 13 ans. C'est-à-dire que pour créer un compte sur un réseau social, il faut préciser sa date de naissance et il faut avoir 13 ans. Donc, si j'ai 11 ans et que je suis sur un réseau social, à mon nom, ça veut dire soit j'ai triché, j'ai 11 ans et j'ai mis que j'étais née à une date qui me permet d'avoir 13 ans pour le réseau, soit tout simplement, et c'est ce qui se passe la plupart du temps, mes parents m'ont créé un compte sur le réseau social, soit là à 11 ans parce que je leur demande, soit avant. Et ça, c'est important de réfléchir à ça. Quand on crée un réseau social pour des enfants petits, parfois, on a des enfants de 3 ans qui ont un réseau social, qui ont un Facebook, par exemple, c'est important de réfléchir, qu'est-ce qu'on diffuse et comment après on fait quand on est avec l'adolescent qui veut utiliser à son tour peut-être un autre réseau social à 13 ans ou 14 ans. Comment on fait quand cet adolescent, on lui dit « Non, non, je ne veux pas que tu mettes de photos de toi sur ce réseau. Je suis d'accord, tu vas avoir Snapchat, on va en parler après, mais tu ne mets pas de photos de toi, ni de tes copains et tes copines. » Et quand cet ado a vu pendant des années et des années des photos de lui sur le Facebook de papa ou maman, vous voyez que c'est compliqué de lui expliquer pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus le droit d'avoir ces images-là, alors qu'avant, ces images, elles étaient diffusées sans problème. Donc c'est important de réfléchir à ces images-là. On ne peut pas bien évidemment demander aux enfants ou aux adolescents « Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on mette cette photo de toi sur le réseau social ?» Quand on est petit, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est un réseau social avec des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui peuvent voir. On ne peut pas se représenter ça quand on est tout petit. Donc forcément, l'enfant, si on lui posait la question, t'es d'accord pour qu'on mette ça il va faire plaisir à papa ou maman ou à la personne qui lui demande ça, il va dire oui. Mais il ne se rend pas compte de ce que ça implique. Donc c'est important de réfléchir en ce sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met, nous, adultes, comme image, et même si on est hyper fiers de nos enfants, même si ce sont les plus beaux du monde, il faut réfléchir, est-ce que vraiment on doit mettre cette image-là, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qui nous concerne à nous directement, mais sans diffuser la photo de l'enfant. Alors les adolescents,
À l'heure actuelle, on les retrouve surtout sur des réseaux sociaux qui sont des réseaux sociaux d'images. Des réseaux sociaux qui vont surtout utiliser soit la photographie, soit la vidéo. Et le top 3 des réseaux sociaux à l'heure actuelle, c'est Snapchat, YouTube et Instagram, qui sont les 3 des réseaux sociaux où l'écriture est vraiment annexe, puisque ce qu'on va retrouver en écriture, ça sera le hashtag, le dièse, le mot-clé qui va être associé à la photo. Par exemple, on fait une photo ici, hashtag cognac, hashtag SISM, hashtag numérique. Et si quelqu'un cherche, alors qu'on a publié cette photo sur Instagram par exemple, des photos des SISM, il va tomber sur notre photo. Donc on est là avec du repérage par mots-clés, mais très peu de communication, de texte, comme on peut le voir sur d'autres réseaux. Ces réseaux-là, Snapchat, qui est un réseau qui a été créé plutôt récemment par rapport aux autres, c'est un réseau qui, à l'heure actuelle, est utilisé principalement par les adolescents, mais qui commence à être un peu utilisé aussi par les adultes. Donc on voit des changements d'attitude aussi des adolescents par rapport à ce réseau. C'est un réseau qui avait été au départ, dont la publicité était liée au fait, d'où le petit fantôme là sur l'image, que les photographies prises via l'application n'existaient pas. C'est-à-dire vous prenez toujours une photo avec cette application, avec votre smartphone, vous l'envoyez à quelqu'un qui a cette application, et cette photo n'apparaît pas dans votre galerie d'images, ni dans celle de l'autre. Et donc Snapchat disait, les photos n'existent pas. Bien évidemment, si on vous propose un outil qui envoie des choses dont il ne reste aucune trace, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a des choses dont on ne veut pas qu'il reste de traces, donc vous allez plutôt prendre des photos qui vont être soit, si on prend chez les adolescents, mais aussi chez les adultes, des choses idiotes, des grimaces, des choses comme ça, soit des choses qui vont être des choses un peu honteuses ou en rapport avec la sexualité. Puisque j'envoie et puis il n'y a plus rien. Donc, pas touche, moi j'ai rien fait, je n'ai pas envoyé de photos. Voilà. Or, très rapidement, il y a eu un démenti qui a été fait par rapport à cette application-là, puisque vous vous doutez bien que si on a une photo qui est transférée d'une personne à un autre, elle a bien existé numériquement à un moment donné. Et donc, si elle a existé, elle est bien stockée quelque part. Et ces photos sont bien évidemment stockées sur les serveurs de Snapchat. Donc, ces photos existent bien. Et si on souhaite réellement retrouver ces photos, il est tout à fait possible de les retrouver. C'est en cas de, par exemple, de harcèlement, de choses comme ça, on peut, des personnes sont habilitées à récupérer ces images-là. Donc ces photos, elles existent. Quand il y a eu ce démenti, les photos qui avaient été récupérées et qui étaient données comme ça à Snapchat en disant si vous ne faites pas ce démenti, on publie ces images. C'était des hackers qui avaient récupéré ces photos. Donc pour vouloir éviter un procès, Snapchat a fait ce démenti, mais les photos qui avaient été récupérées, c'était plutôt des photos d'adultes, des photos de stars notamment, puisque c'était ça qui allait avoir un impact s'il y avait un procès, qui avaient envoyé des photos un peu dénudées à une personne en direct, si vous voulez. Sauf que si ces photos sont récupérées et publiées dans la presse, forcément, ça fait pas une bonne pub au réseau social. Les adolescents, finalement, ils se sont pas beaucoup fait avoir par ça, parce que, ah oui, j'ai pas précisé, Snapchat, c'est cette image que vous montrez aux autres. Donc, ce qui était dit, elle n'existe pas, mais vous pouvez l'envoyer à quelqu'un pendant un temps déterminé. Donc, par exemple, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Et donc, l'autre personne voit, j'ai un message, et quand on appuie sur l'image dure le temps que l'autre a décidé. Donc, vous voyez, on peut vraiment être sur il y avait cette idée-là, ça dure pas, et ça s'efface. Mais les adolescents, même en 2 secondes, même en 1 seconde, arrivent à faire une capture d'écran en appuyant sur les 3 boutons nécessaires. Il n'y a pas forcément besoin de 2 minutes pour faire une capture d'écran. Donc, les adolescents, ils ne se sont pas fait
avoir par cette application, parce qu'eux, ils disaient, bah, c'est pas grave, les photos, on les capture et puis c'est bon. Donc on voit qu'ici, ce sont plutôt les adultes qui se sont fait un peu berner par cette application. On retrouve également sur ces applications réseaux sociaux d'images, Snapchat et Instagram, aujourd'hui quelque chose qui fonctionne beaucoup avec les adolescents, ce sont les filtres qui vont permettre de faire des transformations, de se rajouter des petites oreilles de chat et moustaches de chat, de rajouter une langue en arc-en-ciel, enfin des choses comme ça qui vont transformer et qui vont vraiment être en lien avec tous les enjeux autour de l'adolescence, de quête d'identité, de travestissement, se déguiser, jouer avec sa propre image, etc. et partager ça avec les autres. Un réseau sur lequel on retrouve de moins en moins d'adolescents, c'est Facebook. Facebook, c'est le réseau social des vieux, puisque sur Facebook, en fait, les parents des adolescents sont arrivés. Et quand les parents des adolescents sont arrivés, les adolescents sont partis de Facebook. Du point de vue psychologique, c'est plutôt une bonne chose, puisque le travail de l'adolescence, c'est bien de se séparer des parents, c'est-à-dire de pouvoir être autonome, être un peu à distance, tout en, bien sûr, gardant un lien très sécurisant avec le parent, mais en tout cas, de ne plus être tout le temps sous le regard des parents. Et donc, si déjà je cherche à être un peu plus dans ma chambre, à être un peu plus à l'extérieur de la maison, c'est une chose, mais si mon parent est tout le temps en train de regarder ce que je fais sur le réseau social, ça n'a pas grand intérêt. Donc, désertion des adolescents qui ont quitté Facebook pour justement rejoindre au départ plutôt Twitter et puis les réseaux d'images. Donc on voit bien cette importance-là pour les adolescents de se séparer et de marquer la différence des générations. Mais ça, on le repère dans des espaces dans la ville qui vont être plutôt pour les ados et d'autres plutôt pour les adultes, etc. Et je souligne aussi l'importance de ne pas forcément, de ne pas être ami avec son adolescent, puisqu'on est son parent, on n'est pas justement son ami, et que si on a des choses à discuter, on ne peut pas le faire en tant qu'ami, mais en tant que parent, c'est-à-dire référent, garant d'un certain cadre, garant de sécurité. Et donc on pourra voir tout à l'heure des possibilités justement d'être en lien avec l'adolescent, d'avoir une relation de confiance sans être intrusif dans son réseau et le surveiller via cette amitié, entre guillemets, sur le réseau. Alors, vous voyez, par rapport à Snapchat, comme j'évoquais tout à l'heure, on voit ici qu'il y a énormément d'utilisateurs, et notamment des utilisateurs jeunes, vous voyez. En 5e, les 3/4 qui ont un compte Snapchat. Donc, on est vraiment sur un réseau qui est utilisé très massivement à l'heure actuelle. Et avec, vous voyez là, des images, type d'images qui sont envoyées. Donc, on se grime, on grimace. On envoie des choses qui ont soit pas forcément beaucoup d'intérêt, qui sont là pour faire réagir les autres, pour rigoler, tout simplement. On est vraiment là dans l'idée de l'amusement adolescent. Voilà, les adolescents qui restent l'après-midi ensemble et qui... vous avez fait quoi? Bon, on a discuté, on a rigolé. Donc, on voit bien ces échanges-là qui se font aussi via les réseaux numériques, qui ne sont que des prolongements du lien social adolescent. Et puis, on a aussi des choses un petit peu plus créatives, avec des tentatives artistiques que l'on peut voir se déployer. Ces réseaux, alors, tout comme Facebook qui crée de l'amitié, qui vous propose à chaque fois des amis quand vous vous connectez, tous ces réseaux-là, ils ont leur façon de créer des liens avec les autres. Donc sur Facebook, on est amis, sur Snapchat, on va être abonné, on va avoir comme ça différents liens qui vont être créés. Et à l'heure actuelle, sur Snapchat, on a un élément qui est important, qui s'appelle les flammes. Donc si vous avez des ados, peut-être vous connaissez ça, s'ils ont Snapchat. Les flammes, ce sont des marques qui apparaissent à côté du nom d'un contact que vous avez sur Snapchat quand le lien est alimenté. C'est-à-dire que plus vous échangez,
plus il y a de flammes qui apparaissent, et si à un moment donné vous arrêtez d'être en lien, les flammes diminuent. Et donc il y a quelque chose comme ça d'une compétition entre adolescents finalement pour garder les flammes qui viennent là comme un peu des marqueurs de l'intérêt porté pour l'autre. C'est-à-dire, si j'ai pas de flamme avec quelqu'un, ça veut dire que le lien, il n'est pas entretenu très très régulièrement. Et on a aussi un outil qui est apparu progressivement sur Snapchat, qui est un outil de mise en réseau par géolocalisation. C'est-à-dire que Snapchat a développé une possibilité de se connecter, et puis avec le smartphone qui est relié au GPS, pour voir qui à côté de moi a une application Snapchat également, et du coup avec qui je pourrais dialoguer. Et éventuellement, on voit bien là cette idée de passage à une rencontre en face à face, puisque si je vois il y a quelqu'un d'autre qui est dans la même rue que moi avec Snapchat, on peut échanger, mais peut-être aussi qu'on peut se rencontrer directement. On a aussi un autre réseau dont on entend parler à l'heure actuelle, qui est un réseau montant chez les adolescents, qui s'appelle TikTok, qui est un réseau de vidéos. Les adolescents basculent à l'heure actuelle sur TikTok parce qu'ils quittent Snapchat, parce que les parents arrivent sur Snapchat. Donc, il faut encore à nouveau un pas de côté. Et on peut se demander jusqu'où on va les amener, à force de pas de côté. Donc, on est sur quelque chose qui est nouveau, mais qui est l'ancien Musical.ly. C'est une application qui existait déjà, qui a été reprise. Et ce qu'on voit dans cette communauté TikTok, ce sont des vidéos, bien souvent avec des défis. Alors ça peut être des danses, etc. On est sur des vidéos très courtes. Et TikTok, vous en avez peut-être entendu parler, parce que c'est un réseau qui a été extrêmement décrié par rapport à des vidéos qui pouvaient être présentées, montrant des scènes qui engageaient des adolescentes dans des conduites sexuées. Donc il y a eu comme ça pas mal un engouement médiatique autour de TikTok. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ça existe, mais comme sur tous les réseaux, c'est pas spécifique à TikTok. Et moi, comme je travaille sur tous ces éléments numériques, j'ai été explorer TikTok et j'ai passé des heures à regarder des vidéos, et je ne suis pas tombée sur des vidéos comme ça qui apparaissaient directement. Après, si on en cherche, on peut trouver effectivement ces vidéos. Mais je vais vous montrer un type de vidéo qui existe et où on voit bien là les liens que l'on retrouve avec les adolescents. Ici, on est sur un petit défi d'adolescents, donc quelque chose qui devient viral, il faut le faire. Mais vous allez voir que là, ça n'a pas, c'est pas quelque chose de dangereux, c'est pas quelque chose de nocif, mais on est plutôt dans les idées d'adolescents, on fait tous la même chose. Donc je vous laisse. On va arrêter, vous avez compris le système. Donc en fait, vous voyez que les séquences vidéo, elles sont hyper courtes. On a toujours, là, il faut à chaque fois utiliser la même musique. Et puis il y a ce défi à faire, et il faut sur le temps de musique arriver là à se transformer. Et donc on voit bien ces jeux d'identité qui sont très adolescents, c'est-à-dire je suis une fille mais je pourrais être un garçon. Voilà, on est vraiment en plein dans les questionnements adolescents, et on est plutôt sur quelque chose qui est amusant. C'est pas inquiétant de voir ces vidéos-là. Autre exemple concernant les réseaux sociaux, autre point positif, on peut voir que sur les réseaux sociaux, alors on a un lien qui est continu avec les autres. On verra qu'il peut y avoir, quand ça se passe mal, qu'effectivement c'est problématique, mais sinon on a un lien qui est continu, des liens qui peuvent être multiples, puisque les adolescents sont souvent sur plusieurs réseaux sociaux, avec certaines personnes qui sont similaires, mais parfois sur tel réseau, il y a d'autres personnes. On peut voir également des engagements, et notamment du côté de la solidarité, des possibilités humanitaires qui font partie aussi des aspirations à l'adolescence, autour de l'idéal. Le monde est vraiment pourri, mais moi, l'ado, j'ai des idées et je vais changer le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est typique de l'adolescent.
Et on voit qu'aujourd'hui, on a des adolescents qui utilisent les réseaux sociaux pour arriver à rassembler soit des personnes pour faire certaines actions, soit à développer des projets et à gagner de l'argent, hein, pour pouvoir faire un projet humanitaire, pour pouvoir faire aider telle ou telle personne. Voilà. Donc on retrouve comme ça des éléments qui sont assez intéressants et qui marquent aussi la créativité des adolescents. Et ça, c'est quelque chose qui est tout récent. Il y a une étude qui est sortie il y a une dizaine de jours pour montrer aussi la créativité des adolescents du côté des détournements. Et là, on est bien, encore une fois, typiquement dans l'adolescence, hein, c'est-à-dire on me dit il faut faire ça comme ça, et je vais le faire, mais pas tout à fait comme on me l'a demandé. Vous avez peut-être entendu ça. Il y a des chercheurs, hein, qui, en interrogeant les adolescents sur les réseaux sociaux, se sont rendus compte que des adolescents qui n'avaient aucun réseau social, parce que les parents n'étaient pas d'accord, utilisaient Google Doc. Donc Google Doc, c'est ce qui permet de faire des travaux partagés en ayant un document commun pour faire un exposé, par exemple, plutôt que chacun fasse de son côté. On partage via le numérique, ce qui est hyper intéressant pour pouvoir compléter, etc. Enfin, c'est un outil intéressant. Et en fait, les adolescents chattent sur ces documents. Enfin, ce qui paraît, en fait, une fois qu'on le sait, complètement logique. Mais donc, on voit bien le détournement de cet objet, de cet outil qui est utilisé, qui est accordé pour travailler, et puis qui devient une feuille, comme la feuille qui était passée en classe pour s'écrire des petits mots entre élèves côte à côte. Enfin, on voit bien que tous ces éléments numériques, ce ne sont que des reports de ce qui se passe dans l'espace physique. Il y a très rarement dans le numérique quelque chose qui soit inédit, hein, qui n'ait jamais existé auparavant. Concernant l'engagement, je voulais vous montrer aussi ce challenge. Alors, il y a des challenges sur les réseaux sociaux qui sont problématiques, dangereux, qui ne servent pas à grand-chose. Mais celui-là, pareil, c'est un challenge qui est tout récent, le Trash Challenge. Alors, quand on entend le nom, au début, on peut se dire qu'est-ce que c'est ce truc, mais pas du tout. Trash Challenge, vous voyez, il s'agit de prendre une photo de soi dans un espace qui est rempli d'ordures, de poubelles, de déchets, nettoyer et reprendre une photo du même endroit propre. Et ça, par rapport aujourd'hui aux enjeux, à l'écologie, à l'engagement des enfants, hein, qui est fait aussi depuis l'école primaire, sur le tri, etc. On voit bien qu'il y a quelque chose là qui est un challenge qui est plutôt intéressant à diffuser. Et finalement, que tout le monde fasse ça, c'est plutôt positif. Bien évidemment, les réseaux sociaux, mais comme tout type de relation, ça peut avoir des éléments négatifs. Donc les éléments négatifs, ce sont notamment les défis dangereux, hein, c'est-à-dire les mêmes propositions que ce qu'on vient de voir là avec le Trash Challenge, mais si c'est faire quelque chose de dangereux, hein, le défi à l'adolescence, c'est quelque chose qui a toujours été important. Hein, t'es pas capable de faire ça. Hein, c'est pas apparu avec Internet. Ça existe depuis très longtemps, depuis toujours chez les adolescents. Mais effectivement, avec Internet, ces défis sont très viraux, hein, c'est-à-dire qu'ils se diffusent très vite, très massivement. Et on voit bien, comme tous les éléments sur Internet, que ces défis-là, ils vont être aujourd'hui, il va y en avoir un qui va être vraiment exponentiel, et puis dans un mois, on n'entend plus parler. Donc on a ces phénomènes-là, et il existe donc avec à certains moments, certains défis, qui sont des défis dangereux, qui sont des défis qui sont compliqués à aborder en prévention, parce qu'on sait aussi que chez les adolescents, si on leur dit il y a ce défi, il ne faut pas le faire, ils vont le faire. Donc on voit bien que c'est important quand il y a des défis, quand vous entendez parler de défis, de ne pas forcément dire « Ah voilà, j'ai entendu parler de ce défi, tu sais, celui où tu te mets du sel sur la peau et puis ensuite tu colles un glaçon et ça brûle. » Si on dit ça à l'adolescent, il va se dire « Faut que j'essaye. » Tout comme si on lui dit « Surtout, ne bois pas d'alcool, surtout, ne fais pas ça, ne fume pas. » Oui, mais pourquoi on me dit de ne pas fumer? Si on me dit de ne pas fumer, c'est que ça doit être bien. Voilà. Donc, forcément, il va y avoir cette incitation. Par contre,
Si je dis à l'adolescent, écoute, il y a des défis qui existent et c'est pas une bonne idée parce que ça peut être dangereux, etc., sans rentrer dans le détail, on peut accompagner ces éléments-là, quitte à lui demander est-ce que tu en as entendu parler et que lui, il puisse dire ah ben oui, j'ai entendu parler de ça et qu'on puisse reprendre avec lui. Hein, mais de ne pas inciter en donnant nous-mêmes les informations. On a également d'autres éléments qui sont problématiques. Alors le harcèlement. Donc le harcèlement sur Internet. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce harcèlement sur Internet, il est toujours en lien avec du harcèlement ailleurs. Hein, c'est-à-dire que le harcèlement sur Internet, le cyberharcèlement pur, ça n'existe pas. Et donc se focaliser uniquement sur les réseaux sociaux, par exemple, en se disant mon ado est harcelé, on lui coupe tous ses réseaux et c'est bon, tout est résolu. Ça, c'est un échec, hein, parce que on voit bien que ces jeunes-là qui sont harcelés sur les réseaux sociaux, ils sont aussi en difficulté dans leurs relations sociales, au collège, au lycée ou ailleurs. Mais en tout cas, que ce n'est pas uniquement ciblé sur le numérique. Donc le harcèlement, le cyberharcèlement, on est dans la reproduction dans les espaces numériques d'un harcèlement qui pouvait déjà exister. La particularité du harcèlement sur les réseaux sociaux ou dans les espaces numériques, c'est le fait que ce harcèlement, il ne s'arrête jamais. Et c'est ça la différence avec le harcèlement dans la cour du collège, c'est que quand je suis harcelée dans la cour du collège, je rentre chez moi à 5h, jusqu'à 8h le lendemain matin, je ne suis pas harcelée. Par contre, avec les réseaux sociaux, si je suis harcelée, je suis harcelée potentiellement à 11h le soir, à 4h du mat. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut être continu. Et c'est ça qui, effectivement, est dramatique pour les enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de pause. Les vacances, les week-ends, ça ne s'arrête pas. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre en compte ces éléments-là. Alors, ça, c'est le côté négatif. Mais autour du harcèlement, je vous montre un petit extrait vidéo de ce qui se trouve à l'heure actuelle sur Internet et sur les réseaux sociaux, du côté de la prévention du harcèlement, avec des jeunes qui eux-mêmes fabriquent des petits clips, des petits spots, alors soit accompagnés par des adultes dans des centres sociaux, classes, etc., soit tout seuls. Et donc on voit ici que à la fois le numérique, ça peut être le lieu du harcèlement, mais ça peut être aussi le lieu de la protection par rapport au harcèlement. Alors ça, c'est une vidéo qui a été primée, puisque en France, il y a comme ça des campagnes par rapport à la lutte contre le harcèlement, avec des prix qui sont donnés à des vidéos, à des affichages, etc. Donc voilà un petit exemple, mais pour montrer aussi la créativité. Et ces messages-là, des ados aux ados, ils fonctionnent beaucoup mieux que les messages des adultes aux ados. Et vous voyez aussi, on peut retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur différents sites, des groupes comme ça d'adolescents qui peuvent, des groupes qui ont été créés par des adolescents et qui peuvent à ce moment-là recueillir des paroles d'adolescents qui peuvent dire voilà, je suis harcelée, j'en ai parlé à personne, qu'est-ce que je peux faire, c'est-à-dire à travers Internet, le fait de ne pas être en face à face avec quelqu'un, qui peuvent rechercher de l'aide et à ce moment-là être orientés vers différentes personnes. Alors concernant les jeux vidéo maintenant, on va voir que là aussi les liens sont bien présents. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, quasiment tous les jeux vidéo se jouent en réseau. C'est-à-dire que au début des jeux, on jouait tout seul. C'est-à-dire tout seul face à son ordinateur, contre sa console, en luttant contre l'ordinateur. Et ce n'est que progressivement que le jeu a commencé à devenir multijoueur et aujourd'hui en réseau. Et donc on a même des jeux qui étaient des jeux vraiment basiques en solo, qui sont aujourd'hui en ligne, comme par exemple Pac-Man ou Tetris. Donc ce sont des jeux qui aujourd'hui, vous avez un nouveau Tetris en mode battle où vous jouez contre 100 autres joueurs et vous devez bien sûr être
le dernier ou le premier, voilà, le seul qui reste, après avoir éliminé tous vos adversaires. Donc on voit bien que des jeux qui étaient vraiment Tetris, c'était tout seul à essayer de faire le plus de lignes pour soi. Donc on voit bien que ces jeux-là sont des jeux qui développent le côté relationnel. Ces relations-là, on remarque à l'heure actuelle que les adolescents, ou les joueurs de façon générale, cherchent à se rassembler pour pouvoir se rencontrer en face à face, c'est-à-dire ne pas rester uniquement dans des relations via console ou via tablette, où on est juste partenaire de jeu à distance. Et on observe de plus en plus aujourd'hui des rassemblements. Donc par exemple, on voit des gros rassemblements qui commencent à se développer de plus en plus au niveau du e-sport, c'est-à-dire des adolescents qui vont aller en se rassemblant, ce qui s'appelle des LAN parties également, se rassembler pour jouer à un jeu en réseau. Ils jouent en ligne. Mais ils sont tous, imaginez, ici on pourrait faire, dans cette salle, en installant plein de tables. Tout le monde vient avec son ordinateur. Il faut une bonne connexion Internet par contre. Et donc, tout le monde va se mettre à jouer en ligne, sauf qu'au lieu d'être chacun chez eux, ils sont à côté et l'équipe est à côté. Et donc ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et au niveau du e-sport, on voit aujourd'hui ces regroupements de joueurs qui jouent en équipe, qui vont affronter d'autres équipes face à un public, comme quand on va voir un match de basket ou un match de foot. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer aujourd'hui énormément. Et le e-sport est en train de se développer de façon générale. J'entendais cette semaine un club de foot qui associe 1 heure de FIFA, donc foot sur console, et 1 heure de foot sur le terrain en train de courir. Voilà, donc on voit que c'est quelque chose qui commence à être vraiment proposé comme sport, mais qui dit sport dit contrainte, c'est-à-dire si FIFA c'est le mercredi de 15h à 16h, il faut y être, il y a des choses à respecter, il y a un cadre, il y a de l'entraînement à faire, comme il faut réviser son solfège avant d'aller au cours de solfège, il faut s'entraîner. Donc on voit toute cette idée-là de sport qui rejoint les sports plus classiques que l'on connaît. Alors on voit ici que tout ce qui est au niveau des liens, qu'on a à peu près les 2 tiers des personnes qui jouent aux jeux vidéo avec d'autres personnes. Et on peut penser, je vous donne un exemple, il y en aurait plein d'autres, mais notamment aux jeux de rôle. Les jeux de rôle qui sont des espaces de socialisation, puisque dans les jeux de rôle, donc on incarne un personnage et on va vivre une aventure dans un monde virtuel avec d'autres personnages. Et donc forcément, quand on est en lien avec ces autres personnages, les personnages devant cohabiter dans le monde virtuel, les joueurs qui dirigent ces personnages vont être obligés d'être en lien. Et on retrouve dans ces jeux-là une nécessité pour avancer dans le jeu de participer à des missions, de participer à des quêtes qui se font en groupe. C'est-à-dire que pour réussir le jeu, à certains moments, je vais être obligé de mutualiser mes forces avec d'autres personnes qui vont avoir d'autres compétences dans le jeu que les miennes. Par exemple, dans ces jeux de rôle, dans ce qu'on appelle les MMORPG, des jeux de rôle en ligne, en réseau, on va avoir, par exemple, un joueur qui va être plutôt un guerrier féroce, qui va aller combattre l'ennemi, et on peut avoir un autre joueur qui va être un peu plus loin, un peu plus protégé, qui va être un magicien, qui va soigner le joueur qui attaque. Et donc, pour combattre cet ennemi, il va falloir l'association des deux. Je résume parce qu'il faut souvent plusieurs personnes, un peu comme dans une équipe. Si vous réfléchissez à votre travail, il y a une combinaison d'une équipe pluridisciplinaire pour arriver à réaliser le travail nécessaire. Là, c'est la même chose. Et donc, il va y avoir nécessité de s'associer aux autres et de respecter son rôle pour pouvoir faire que la mission se passe bien. Si je suis soigneur et que je décide, aujourd'hui, je n'ai pas envie de soigner, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire que le pauvre guerrier, il va se faire tuer très rapidement parce que sans le soigneur, il ne va pas gagner. Mais inversement,
Si le guerrier il dit moi aujourd'hui je me bats pas, ben, moi soigneur je vais me faire tuer parce que je peux pas arriver à lutter contre cet ennemi. Donc on voit bien là l'importance des places et des rôles dans ces groupes numériques qui servent aussi d'apprentissage. C'est-à-dire que ça sert à apprendre comment on doit être quand on est dans un groupe, tout comme dans le sport. Enfin, par exemple, si je suis dans une équipe de foot, je dois être à telle place. Si je suis goal et que je décide de quitter mes caisses, ça peut mettre en péril mon équipe. Donc on voit bien que dans ces jeux de rôle en groupe, il va y avoir comme ça une part de socialisation qui va jouer sur la socialisation générale de l'enfant ou de l'adolescent. Je vous montre un autre exemple, un autre petit extrait vidéo concernant les liens qu'on peut retrouver entre générations. Alors je ne l'ai pas évoqué, avec les réseaux sociaux, on sait qu'on a de plus en plus d'enfants ou adolescents qui communiquent avec leurs grands-parents, via Skype ou via des messageries, et qui parfois communiquent même s'ils n'ont pas grand-chose à se dire. C'est-à-dire qu'ils ne prendraient pas forcément le téléphone pour appeler, parce qu'ils n'ont pas forcément grand-chose à dire, mais passer un petit bonjour, coucou, et puis pas dire grand-chose, mais être en lien. On retrouve ça avec les réseaux. Et ici, je vous montre autour des jeux vidéo une expérimentation qui existe depuis plusieurs années, qui a démarré à Poitiers, autour de Poitiers, qui s'appelle les Silver Geeks, donc les geeks aux cheveux gris. Et vous allez voir des joueurs, ou des joueuses de jeux vidéo qui font de la compétition. Et vous allez voir les liens avec les adolescents. Donc voilà, on voit ici les liens, ce que vous voyez sur les images là, des adolescents, c'est quelque chose qui est réel, c'est-à-dire que ça se passe réellement comme ça. Et au moment où il y a cette compétition avec les Silver Geeks, tous les jeunes sont là dans le public, en train de regarder et quittent les autres stands, les autres animations pour venir. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui permet là de rassembler et de faire que les adolescents s'intéressent à ces personnes âgées et vice-versa. Donc on voit bien là, avec le jeu vidéo, les liens qui peuvent se créer. Je vous montre peut-être une dernière chose, et puis après qu'on puisse discuter un peu. Ce qu'on appelle les machinimas, ce sont des vidéos qui sont créées à partir de parties de jeux vidéo. Et à l'heure actuelle, on a des concours, on a des festivals qui existent de machinima, c'est-à-dire ce sont des adolescents, ou des plus âgés, mais joueurs qui vont créer ces vidéos. Donc là, on a vraiment de la créativité parce que il s'agit de construire quelque chose, à la fois dans la façon dont on va jouer et puis ensuite un montage particulier. Et donc, on voit là aussi des liens qui se créent et cette créativité qui peut être valorisante pour l'adolescent. Le fait de partager, le fait d'avoir des retours des autres sur sa production. Et à la fin, toujours ces appels pour dire il faut liker, il faut partager, ce qui revient à montrer la valeur de ce qui est fait. Je vous ai montré là une autre image de Minecraft. Minecraft, c'est vraiment quelque chose aussi qui est utilisé aujourd'hui en cours de technologie dans certains établissements scolaires pour faire travailler ensemble les jeunes, pour créer des villes, l'établissement scolaire. Voilà, donc on a vraiment des possibilités de relations à travers ça. Et peut-être si je vais juste vous montrer ça. On a aussi autour du jeu vidéo des possibilités actuelles, vu qu'il y a beaucoup de joueurs. On retrouve des possibilités de récolter aussi, en jouant sur la sensibilité des personnes, de récolter des fonds, notamment pour des causes humanitaires. Et vous voyez là, c'était dans le jeu World of Warcraft, donc le premier jeu célèbre jeu de rôle en ligne, en réseau. Un petit animal. Alors dans ce jeu, vous avez la possibilité d'avoir un petit animal, un peu comme un animal domestique, qui est à côté de vous. Et il y avait possibilité à un moment donné d'acheter pour une somme modique, mais avec du vrai argent, d'acheter ce petit animal. Et tout l'argent qui était récolté par l'achat de cet animal allait à la Croix-Rouge pour la lutte contre Ebola. Et vous avez aussi en France, depuis 3 ans,
un événement qui a lieu tous les ans à peu près en novembre, là aussi pour du soutien humanitaire, où il y a pendant tout un week-end en streaming des parties de jeux vidéo, donc ils peuvent être regardés à distance, chacun chez soi ou en allant les voir. Et vous voyez qu'à chaque fois, ils ont récupéré comme ça des dons, donc toujours centrés autour du jeu vidéo, et ils ont récupéré de l'argent pour les enfants, pour la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, etc. Donc on voit comment il peut y avoir là une mobilisation autour du jeu vidéo, du côté des relations, et ça, c'est pas forcément l'idée qu'on a en tête quand on pense aux joueurs de jeux vidéo tout seul face à son ordinateur. Donc pour conclure, et puis ensuite on pourra développer certaines choses si vous voulez avec des questions, je pense que c'est vraiment important de réfléchir à la fois aux attitudes que l'on peut avoir en tant qu'adulte, et dans nos usages et dans nos représentations, c'est-à-dire comment on imagine que les jeunes utilisent les réseaux sociaux, les jeux vidéo, comment parfois on est parasité par les côtés négatifs qui sont associés aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo. Bien évidemment, il y a des côtés négatifs, mais comme pour tout objet, ma voiture, elle est très pratique, mais si j'utilise mal, elle est très dangereuse. Donc, on est un petit peu avec la même chose avec les jeux vidéo et les réseaux sociaux, avec le numérique de façon générale. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de garantir une éducation au numérique, de garantir un cadre et de vraiment relégitimer la parentalité numérique, c'est-à-dire une parentalité autour du numérique, autant qu'on le fait en tant que parent par rapport à l'hygiène, l'alimentation, les sorties, tout un tas de choses qui ne posent pas de questions en tant que parent. On ne se dit pas est-ce que je dois apprendre à mon enfant qu'il ne faut pas qu'il mange tout le temps du sucre ou qu'il ne faut pas qu'il fasse telle ou telle chose. On le fait naturellement, comme si le numérique était un peu à part, alors qu'en fait, ça fait partie aujourd'hui du quotidien. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est à prendre en compte depuis tout petit, dans la façon dont on va proposer ces objets-là, écran, tablette, puis téléphone, aux enfants. Quand on les propose, comment on les propose, est-ce qu'on les partage, est-ce qu'on les laisse tout seuls, tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte pour justement que les enfants et les adolescents arrivent à utiliser ces outils de façon la plus adéquate et créative possible. Je m'arrête là et puis je reste disponible pour qu'on puisse débattre.